Bonsoir et bienvenue à cette soirée de Counter-Strike, la 9e soirée de la Coupe québécoise de Counter-Strike. Je me présente Solbo, accompagné du fabuleux, du beau, du génial, du irrésistible Alban. Ça va bien, merci. Je vois que tu es en forme. C'est important parce qu'on va avoir une très longue soirée. Eh oui, très longue soirée, effectivement. C'est justement, je suis très en forme présentement et pas du tout là, un peu dans le vide et dans le néant de ce qui vient de se passer parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes déjà présent sur la diffusion, il n'y a pas eu 2 matchs dans cette soirée. On va simplement diffuser le dernier de la soirée, c'est-à-dire celui de 21h entre Able et Miracle. L'équipe en première position, c'est Miracle. L'équipe en 4e position présentement, c'est Able, mais c'est parce que les 2 autres matchs ont déjà été mis au tableau des scores, au classement, alors que ces deux forfaits qui ont été faits tout à l'heure par Alpha One et Neons, et on a une petite idée du pourquoi ça se serait passé, Alban. Bah oui, effectivement, on en pensera ce qu'on voudra, mais techniquement, ce sont les deux équipes qui tirent de l'arrière et bien plus fort que ça, qui étaient mathématiquement éliminées, étant donné que l'on tire tout doucement vers la fin de cette saison régulière et que les chances de se qualifier pour les phases finales et donc l'événement en LAN s'étaient réduites à néant pour ces deux équipes-là. Aucun lien avec leur forfait de ce soir, bien évidemment. Mais non. Malheureusement, les équipes ne sont pas disponibles pour jouer à leur dernier match. C'est bien dommage. Nous, ça nous fait un petit peu moins de travail. On aura plus d'énergie pour caster ce gros match qui s'en vient. Oui, et gros match, ce sera Miracle et Able qui, techniquement, ont joué contre la semaine dernière, mais ce fut un forfait d'Able la semaine dernière, donc un 13-0 entre gros guillemets pour Miracle. Donc deux équipes qui ne se sont pas rencontrées, deux équipes de gros calibre, deux équipes de notre top 4 qui est assez serré. Avec Miracle, il y a quand même une certaine avance. Là, si on regarde simplement le différentiel de rondes, entre autres, cette équipe-là est à 65, la deuxième équipe est à 43. Là, donc vraiment, on perd peu de rondes et on en gagne énormément. On gagne à une vitesse fulgurante, en fait, les parties qu'on joue depuis le début de la saison. Mais on en a tout de même perdu une. On en a tout de même échappé une au courant de la saison. Et je crois qu'Able pourrait être le genre d'équipe qui vient de surprendre une équipe d'expérience qui fait face à une autre équipe d'expérience qui est peut-être aussi avec un calibre très élevé en ce moment chez Miracle. Mais je pense que ça va être un gros match. C'est le seul affrontement qu'on va avoir entre ces deux équipes-là durant la saison également. Donc j'ai hâte de voir. J'ai aussi hâte de voir la carte qu'on va choisir parce que je pense que ça pourrait changer drastiquement les chances d'une équipe ou de l'autre, simplement parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins habitués d'être joués ou qui se jouent très différemment. Vertigo, Nuke et j'ai oublié la troisième que je voulais mentionner, mais qui se jouent différemment. C'est pas Anubis, c'est quoi là? Hey, j'ai un gros blanc en ce moment. Ouais, Overpass, c'est ça, qui ne joue pas exactement de la même manière. Merci beaucoup. C'est les cartes considérées un peu plus comme... atypiques. Merci. Hey, je trouve pas mes mots en ce moment. Cette longue pause m'a en même temps réveillé et endormi. Le poulet rouge est venu complètement... Ma digestion est en train de se faire. Ouais, ça assomme. D'ailleurs, merci. J'ai voulu faire une petite publication sur Twitter tout à l'heure, mais j'avais trop faim, fait que je l'ai mangé avant, puis j'ai mangé le carton aussi. Donc, malheureusement, j'ai plus rien à prendre en photo, mais merci Poulet Rouge de nous soutenir comme ça. Oui, clairement, c'est fortement apprécié. Et puis, on va pas spoiler, mais il y a les bonnes choses qui s'en viennent dans tous les sens du terme pour la suite de la saison. Toujours est-il que tu parlais des cartes justement, et bien c'est le premier élément qu'on aura donc pour la soirée. On s'en va justement vers Nuke, la célèbre centrale nucléaire avec ses étages infernaux et ses canalisations angoissantes. On se croirait dans Dead Space. Et donc ouais, une carte qui a beaucoup de caractère comme souvent sur Counter-Strike. Je lisais l'autre jour un article assez intéressant qui essayait de démêler le pourquoi du comment des sensations différentes des cartes sur Valorant versus CS. Et puis on s'aperçoit que CS, évidemment, comme pas mal des cartes, sont issues de la communauté de gens très créatifs et qui n'avaient aucune limite en fait de création, aucun template, vraiment aucun encadrement. Eh bien, on aboutit sur des cartes qui peuvent être très très grandes, comme Overpass justement, avec des formes complètement différentes, même si Riot de son côté a quand même essayé d'aller chercher plus par des gimmicks différentes, le coup des portes, le coup des ropes, le téléporte, etc. Counter-Strike, c'est sur une voie différente et c'est pour ça qu'on a selon moi des cartes aussi atypiques.
Ouais, Donc, ouais, ouais, vas-y, excuse-moi, c'est moi qui te coupe, vas-y. c'est correct. Donc voilà, le premier élément de la soirée, là où je voulais en venir, c'est ça. J'ai perdu mon propre fil, je déblatère. C'est que oui, c'est quand même des équipes qui ont un bon niveau, qui sont expérimentées, et surtout on est sur un BO1. Oui. Et là en BO1, vraiment tout peut se passer, et c'est ce qui rend ces saisons régulières parfois un peu plus surprenantes, hein. Il y a eu des upsets, ça met souvent étonnamment du temps à subvenir. Souvent les débuts de saison, les équipes sont concentrées, elles y vont à fond, et puis après il y a peut-être un petit peu de relâchement, de concentration, et c'est là qu'on a des surprises, on a des équipes qui sont capables de revenir de l'arrière. Là, même si en termes de classement pur, ça n'a pas un impact monstrueux, les équipes Able et Miracle vont être capables de se jauger déjà. Oui. Même si dans cette communauté, les joueurs se connaissent bien de manière générale, on peut s'attendre quand même à une rencontre intéressante. Ouais, et c'est de se jauger hein, sur une carte en particulier aussi qui peut être quelque chose qu'on garde derrière hein, dans la tête. Ah, ces 5 joueurs-là ensemble, on les a peut-être jamais affrontés en soi. Et peut-être que sur Nuke, on va nous sortir certaines petites stratégies, certaines petites choses qu'on va vouloir garder en tête pour les séries éliminatoires. Et quand même, il y aurait des chances potentielles hein, qu'on se rencontre au premier tour de ces séries éliminatoires-là, alors que le fonctionnement, c'est le top 4. Ça va être, en fait... Toutes les finales débutent en virtuel et vont se terminer en LAN, mais c'est un double bracket tout simplement. Donc 1 contre 4, 2 contre 3 qui vont s'affronter au premier tour en BO1. Après, on va tomber en BO3 et ces deux équipes qui vont remporter ces matchs-là se rendre aux grandes finales. Garantissent, ou du moins en LAN, une présence en LAN. Donc, quand même, cette victoire-là d'Able pourrait leur permettre de passer par-dessus une autre équipe pour éviter Miracle au premier tour aussi. Et ça nous permet peut-être de l'observer pour garder en tête, OK, Nuke, est-ce qu'on est vraiment solide sur Nuke? Parce que lorsqu'on tombe en BO3, ben là, il faut faire des choix plus stratégiques. On n'est pas capable de diriger autant les cartes qui restent. Donc, si Nuke est vraiment forte pour l'une ou l'autre des équipes, ça peut être une information très importante à garder en tête et à aller chercher ce soir. Alors que j'aimerais aussi revenir un peu sur ton point. Tu parlais des cartes atypiques, justement, la communauté qui crée ces cartes-là. Pour Nuke, c'est encore plus vrai que beaucoup de cartes de Counter-Strike Go parce que c'est une des premières cartes du jeu. C'est une carte qui date de 1.6, qui a été ajoutée via... Alors que ce n'était qu'un mod et que toutes les cartes absolument étaient créées comme ça. Parce que Overpass, par exemple, les Ancients, c'est un petit peu différent. C'est Valve eux-mêmes qui les ont faites et qui les ont retravaillées. Vertigo, c'est la même chose. Quoique Vertigo était quand même inspiré d'une ancienne carte. Mais à travers tout ça, c'est quand même intéressant. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup voir des cartes comme Anubis dans le jeu. Anubis qui a été 100% faite par un joueur de la communauté et nous a sorti quelque chose d'assez intéressant. Les deux mids perpendiculaires, c'est quelque chose qui se voit très, très, très rarement dans des cartes de Counter-Strike. Donc vraiment, tout ça. Et je ne peux que terminer ça en espérant que la suite des choses nous amène des cartes plus intéressantes et des nouvelles cartes dans Counter-Strike 2. Mais en même temps, il manque la moitié du jeu encore, donc je ne vais pas m'attendre à trop de choses tout de suite. Non, effectivement, c'est sûr que les cartes, c'est toujours délicat parce que ça insuffle un immense renouveau dans le jeu, d'une part, mais d'autre part, évidemment, ça dérange les habitudes des joueurs. C'est énormément de travail, de recherche et XCS avec sa composante, son système de smoke principalement et de flash, enfin de grenades de manière générale. C'est énormément de travail pour les nouveaux joueurs. Ouais. Ça fait souvent ressortir les joueurs les plus créatifs dans les premières semaines. Et puis ensuite, il y a un petit catch-up. Alors je m'inspire surtout de mes connaissances et ce qu'on voit et surtout sur StarCraft 2 où certains joueurs extrêmement créatifs se distinguaient très tôt et puis derrière se faisaient rattraper par la patrouille, par manque de talent, entre guillemets. Oui, effectivement. C'est toujours un point de contention intense, hein, la nouvelle carte. Est-ce qu'on l'ajoute tout de suite? Est-ce qu'on attend qu'elle soit plus travaillée avant de l'ajouter? Comme Overpass, réellement, elle a été prête. Ça faisait déjà 1 an et demi qu'elle était sortie avant qu'elle soit réellement prête. Mais elle était déjà en compétition utilisée depuis longtemps et des changements majeurs se faisaient à chaque mois ou presque depuis qu'elle était sortie. Mais on se rappellera peut-être qu'entre autres, le long A n'était pas un deuxième chemin pour se rendre sur le site. C'était simplement un chemin qui nous rendait en avant des bathrooms pour finalement arriver au même endroit et qui avait une énorme boîte sur le site dans laquelle on pouvait tourner. C'était vraiment une autre carte complètement. Et
débattablement, elle n'était pas prête pour la compétition lorsqu'elle y a été mise. Donc, c'est sûr qu'il y a toute cette notion-là aussi de est-ce que la carte est prête à l'être. Sans parler des problèmes de bugs et abuse, hein, on se souvient toujours du Hall of Pass, hein, source de drama infini. Ouais, d'ailleurs, il y a un nouveau, je sais pas si tu as vu, je pense pas qu'il a été encore fixé, mais il y en a un qui a été trouvé encore sur Overpass par Freiburg, entre autres. Un boost à 3 joueurs dans le short bathroom pour happer tout le water et le monster. Donc, ils sont forts, ces Suédois. Hein. Oui, mais c'est ça. Encore une fois, c'est des joueurs qui, eux, ils ont la chance de pouvoir jouer de leur vie. Hein? Donc, quand tu passes 22 heures sur un jeu, maintenant, ça tente de faire autre chose que tirer des têtes, j'imagine. Et voilà. Ça donne des trucs très créatifs qui vont probablement être patchés et interdits, et etc. Non utilisés par Gentleman Agreements et ce genre de choses. Alors qu'on a un lien pour une partie, ce qui veut dire que ça devrait démarrer d'ici quelques instants. Entre Able et Miracle, n'hésitez pas à encourager vos équipes dans vos chats, alors que j'aimerais envoyer un petit remerciement. Hein. On a déjà mentionné Poulet Rouge, mais on en a d'autres commanditaires. Paro Info, A1 Simulation, Red Bull, Tim Horton, Kingston Fury et l'Auto-Québec, en plus de Poulet Rouge. Toutes des personnes et des organisations, mais surtout des personnes dans ces organisations-là qui nous font confiance pour créer une très belle ligue. Une très belle ligue qui se prend au sérieux et qui l'est très sérieuse, alors que les finales approchent à très grands pas. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir cet événement-là. La première ligue de Counter-Strike, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu une finale de CS en LAN, hein, parce que celle du LAN ETS finissait toujours trop tard. Ouais. Presque. Mais oui, ce sera la première de Counter-Strike 2 finalement au Québec. Ouais, alors qu'effectivement, en LAN, à part le LAN ETS aussi, depuis CSGO, il n'y a pas eu beaucoup de tournois de CS. Au début de CSGO, peut-être dans les 4-5 premières années, il y a eu un sursaut. Il y a eu quelques événements qui se sont faits par-ci, par-là, mais j'ai l'impression que depuis, il n'y a pas énormément de choses qui se passent en LAN. Puis là, on va pas parler de 2017, 2018, 2019 et pas la suite, parce que bien sûr, après, bon, c'est la fameuse pandémie qui ferme absolument tout. Là. Mais quand même, CS2 pourrait donner un petit regain. Et je crois que la coupe de Counter-Strike, justement, pourrait permettre à ce regain-là d'être encore plus gros. Hein. Ça pourrait peut-être inspirer d'autres choses, d'autres événements. On le souhaite. Parce qu'il n'y a jamais trop d'événements. Hein. C'est, bon, il y a un petit aléa à ça. Là. Oui, il peut y avoir trop d'événements, mais je pense pas qu'on est prêt d'en avoir trop au Québec. Non, c'est clair, il y a de la marge. Alors c'est un immense débat, hein, le pourquoi du comment des LAN. Je sais de ce qu'on m'a raconté, ce que les anciens racontent au coin du feu. Il fut un temps où il y avait énormément de LAN à travers le Québec. C'était quelque chose de très populaire parce que évidemment en hiver, hein, on s'emmerde et qu'il n'y a que ça à faire, jouer sur le PC. Mais blague à part, oui, il y a eu plusieurs choses, mais l'arrivée de l'Internet haute vitesse dans les foyers a changé énormément de choses. L'arrivée surtout des infrastructures, des jeux en ligne a changé énormément. Là où, à l'époque, jouer en LAN à CS, l'une des premières motivations, c'était avoir le plaisir jouissif de jouer avec 5 de ping. Oui. Maintenant, avec nos connexions, on sort quasiment pas la différence avec le fait de jouer en LAN. Et mine de rien, c'est l'une des nombreuses motivations qui manquent pour les LAN. Alors, les LAN ont réussi à se renouveler quand on voit des événements comme la ETS ou Feu, la DreamHack Canada, c'est un festival, c'est un véritable parc d'attractions du gamer. Et c'est un plaisir d'y aller. Bah, ça reste difficile de mettre en place des événements comme ça, là où auparavant, moi de mon temps, jadis temps naguère, il y a de ça 20 ans, on avait fondé une association où on faisait des LAN d'une trentaine, quarantaine de personnes pour le plaisir de jouer. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, il y a des attentes beaucoup plus élevées. Si on n'a pas de connexion Internet, ça n'existe plus, un LAN sans connexion Internet, tout simplement. De toute façon, on ne pourrait pas jouer. Parce que la plupart des jeux demandent une connexion, qu'il n'y a pas CS est un des derniers dinosaures fossiles même à avoir encore des systèmes de serveurs dédiés disponibles, mais ça reste une exception. Ouais, et de plus, hein, alors qu'on aura cette première ronde, le knife fight pour décider les deux côtés,
Ça va être, vous allez pouvoir le voir, mais j'aimerais ajouter justement le fait d'avoir des mauvaises connexions à une certaine époque renforce l'idée que de faire le déplacement, ça vaut la peine. Mais veux pas, le Québec, c'est grand aussi. Donc, au final, quand la connexion s'améliore, on a peut-être moins envie de se rendre au lac Saint-Jean pour une fin de semaine. Alors que, je peux jouer du confort de chez moi et faire la ESL Cash Cup qui est en ligne et qui a 25 000 équipes qui s'inscrivent un peu partout au Canada ou en Amérique. Alors que c'est les joueurs de Miracle qui l'emportent, vont choisir leur côté. On va pouvoir voir d'ici quelques instants si on switch. Effectivement, ça va switch. Ça ne me surprend pas en Nuke, qui traditionnellement était une carte excessivement avantageuse pour les CT. Ça a été changé énormément depuis la nouvelle mouture de cette carte, qui date déjà de, je pense, près de 4 ans, là, celle actuelle. Là. Mais quand même, on va du côté de CT, ça reste le côté avantageux, ça reste le côté avantagé. Et on va tenter là, de s'attaquer à Able de cette manière. C'est parti pour cette première et seule partie de la soirée ce soir. Able à l'attaque qui se dirige très très vite vers l'hub central et ça va être un bon vieux rush B des familles. On arrive à la rampe et on distribue les HS et Travailleurs qui ouvrent le feu derrière un triplé de Use, un quadruplé, histoire de servir la table. Le comité d'accueil était là. Très grosse précision de la part du joueur qui sèche complètement Able, qui repart avec un petit kill. Oui, aussitôt dit, aussitôt fait, hein, et j'ai l'impression que cette fameuse ruée vers la rampe, c'est souvent comme ça que ça va se passer. En fait, ça va tout le temps se passer très rapidement. Soit on est sur le B et on a fait 2 frags et la bombe est amorcée, soit on meurt immédiatement comme ça avec quelqu'un comme News. Et le fait qu'on était 2 déjà prêts à la rampe durant la première ronde, ça va se rendre très utile. Et là, on tente le fameux jeu du côté du Squeaky, hein, de cette porte grinçante pour sortir. Et ces Travailleurs qui se débarrassent des autres adversaires à l'extérieur, alors qu'au final, c'est une ronde, là, une boucherie en bonne et due forme. On garde nos armes. Il y a un investissement qui va payer pour les joueurs de la défensive, les joueurs de Miracle, qui se retrouvent à pouvoir garder leurs M4 en main, vont pouvoir là, faire des mises à jour sur leurs armures qui coûteront moins cher puisqu'on a encore le total de l'armure. Et on va avoir toutes les grenades. Une MP7 qui est gardée, une FAMAS et le reste, c'est l'équipement qu'on a besoin. Ouais, pour l'instant, quasi sans faute de la part de Miracle, absolument intraitable. Il va falloir que Able se dérouille un petit peu les pattes, ou peut-être que c'est l'inverse, qu'on est un petit peu fatigué. Je sais que les joueurs n'ont pas pu avancer l'horaire probablement à cause de matchs précédemment. Alors peut-être qu'on manque un petit peu de concentration, de motivation. Espérons que Able se remette vite dans le match. En tout cas, on a changé drastiquement de stratégie. On va vers du control map très standard et on va prendre le temps, play for picks éventuellement. On a une petite poussée extérieure. On profite de ce mur de smoke et on va se manger pas mal de rafales, 100 HP et on se fait achever par Travailleurs. Là, l'extérieur est complètement bloqué. Excellente utilisation de ces nouvelles grenades fumigènes à la grenade. On n'a pas été capable de dissiper complètement la fumigène, mais je pense que ça a été assez pour permettre à Travailleur de simplement voir son adversaire. Et c'est un frag qui est important parce que c'est la seule présence qu'on avait à l'extérieur, là, qu'on doit faire beaucoup de travail via l'intérieur. Senpai en trouve un, réponse de Color rapide sur Kizu. On était capable de s'infiltrer sur le site avec les fumigènes. Yuz qui fait le travail sur le site. Il n'en reste plus qu'un, c'est Karl. Et Yuz continue avec son 8e de la partie. Ouais, et on s'était planqué dans les conduites, en fufu, on a attendu la poussée d'hétéro. On se doutait, hein, on avait fermé la porte complètement à l'extérieur, la plupart des fumigènes avaient été crachés. Donc c'est clair que c'était soit un rush ramp, soit intérieur. On a été fourbe et ça a parfaitement fonctionné. La prise à revers depuis la canalisation tel un diablotin et le petit... Josie qui va jouer très agressivement près de cette boîte rouge ici. Il va se faire boire par contre. On trouve le premier frag, on trouve un deuxième sur une belle rafale de Senpai. Front est finalement capable d'échanger avec un Glock. Alors que nos 2 derniers joueurs à l'attaque chez Able sont à l'extérieur. Yuz va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire terminer le travail laissé par ses coéquipiers. Une fois au studio aussitôt fait, hein, mais c'est Melio finalement qui trouve Jody. Un très beau repositionnement des antiterroristes alors qu'on a l'information. C'est à l'extérieur que nos 5 adversaires sont.
on se repositionne simplement pour venir les prendre en serre. Hein. Il y avait des joueurs qui sortaient également du lobby derrière eux. Bien franchement, on ne laisse absolument aucune chance à Able. Mais maintenant, on a des armements complets des deux côtés. Plusieurs AK-47 qui ont été récupérés. Il y a 2 rounds par les antiterroristes. Des hops également entre les mains de travailleurs, bien sûr. Hein, c'est un joueur reconnu pour son hop. Et de l'autre côté, eh bien, je suis pas certain c'est lequel joueur. Je veux juste voir c'est qui ici. C'est Front qui le garde du côté du Squeaky. Une décision assez habituelle hein, avec cet angle-là qui nous permet là, de regarder jusqu'au mini. Ouais, malheureusement, il y avait une Molotov pour l'accueillir. Il a perdu 30 points de vie juste pour avoir voulu tenter de pique rapidement par la porte. Mais la Molotov était déjà là. C'est un bien mauvais départ encore pour Able. Mais quand même, on reste 5 en vie. Hein. C'est ça, les fumigènes qui sont lancés pour prendre du territoire. Et au moins, on n'a pas perdu de joueurs rapidement comme tout à l'heure. Alors qu'on est en train tranquillement d'aller à l'extérieur de Josie qui va se faire trouver. Hein. Mais heureusement pour lui, il y avait un mur entre lui et le Hopper qui le touche à travers ce coin du conteneur bleu. Ouais, je sais pas si c'est... moi, il m'a semblé voir qu'il avait au bras, mais oui, il s'en est fallu peu les premiers échanges. Mais il a fait tomber Senpai. Mais derrière, on a The Kill, Able qui mène pour la première fois. Hughes qui tient bien la baraque, mais derrière le Revenge, parce que ça rentre par la grande porte. Color le doublé depuis le catwalk avant de se faire coucher par Kizzy pour arriver sur un duel ultime. Mais c'est Kizzy qui va envoyer le premier round pour Able. Il va être plus rapide que la détente de travailleurs et se permettre de ramasser son AWP au passage. Et oui, on récupère le hop pour Front. Hein, ça va être renvoyé aux joueurs qui le jouent. Finalement, une ronde pour Able. C'était le meilleur moment, n'est-ce pas? Commencer à briser l'économie. On va remarquer le Hughes qui avait 9000. Va être capable justement d'acheter une M4 à un de ses coéquipiers, la A1S. Travailleur qui va prendre quelques dégâts de la part de son coéquipier. Et ça fait mal avec 87 de vie. On peut se faire one tap hein, maintenant via une M4. Pas que ça fait une énorme différence quand on joue contre des AK-47. Mais Melio commence en force. Et c'est la bombe qui est tombée ici. Je crois pas qu'on l'a vu par contre, non, effectivement, ça a été une agression simplement qu'on a été capable de tuer. Et on prend du contrôle tout partout à l'extérieur. C'est Travailleur qui ne sait pas, mais très très près d'un de ses adversaires. Jody qui est tout près de lui. Et est-ce qu'on va se voir qui déroule la porte? C'est Jody avec un tir à la tête 4 contre 4. Ah, le petit excès de confiance qui tourne à l'avantage de Able. Le positionnement, on n'a pas checké pourtant, hein, c'est pas bien sorcier. On va se faire cueillir par une bonne grenade. Si elle arrive dans les temps, on décale. Et c'est du 1 pour 1 à l'extérieur. La rescousse qui va tomber en premier. Jody, 38 HP, qui s'en tire et prend le revenge. On se dirige tranquillement. On est regroupé à 3 à l'extérieur. C'est Melio qui va être le premier à accueillir. On a seulement un joueur et c'est Kari qui va réussir à gagner ce duel. On va continuer notre petit tour de terrain. Peut-être qu'on va être capable de se payer les pics l'un après l'autre. On a senti le coup quand même du côté de Miracle. Hughes qui va calmer direct Karl. Et on va grimper au niveau de ce pigeonnier. Le décalage, le timing. Un kill chacun. Et Miracle qui conserve la main. On a eu quelques petits frais, quelques petits dégâts, mais pour l'instant, on arrive à assurer côté économique. Et oui, alors que chez nos adversaires, ça va devoir être une ronde d'économie, j'ai l'impression, au moins partielle, hein, probablement quelques Desert Eagle, quelques grenades aussi pour s'aider, mais rien de plus que ça. Et finalement, c'est un train de Tech-9, et j'ose penser que ça va aller vers la rampe, hein, oui, c'est ça, et c'est un hop de travailleurs qui va les accueillir. Donc, Caller va être le premier, commence ses rafales, en trouve un, à travers la fumigène, va en trouver un deuxième, une grenade, peut-être se débarrasser de la grenade, un headshot pendant qu'il est en train de tomber, Caller travailleur! Caller avec les 5 assistances, Travailleur et Hughes qui terminent le travail, une ronde excessivement rapide et les Tech-9 qui ne feront aucun impact. Ouais, en France, on appelle ça la strat glou-glou, courir comme des poulets sans tête avec un Tech-9 en main. Ça n'a pas fonctionné. Ah, j'adore, un paquet de pain, un paquet de... Ouais c'est ça, c'est exactement ça. Malheureusement, les dindes se sont fait farcir sur ce coup-là. Malheureusement, on n'a pas été capable de prendre le moindre kill au passage. Hein. C'est dommageable. Les rushs d'Able qui ne fonctionnent absolument pas. Ici,
je tiens à le souligner. Côté mort, hein, on a Hughes et Kohler qui ne sont morts qu'à une seule reprise jusqu'à présent. Ouais. Les deux qui dirigent d'une main de maître l'apport offensif de leur équipe. Hughes a 13 frags en 7 rondes. Kohler en a 7. C'est énormément de dégâts. Et Kohler avec beaucoup de dégâts d'utilitaire aussi. Hein. 131 points de dégâts d'utilitaire. Ça veut dire qu'on utilise bien ça. Mais c'est au walk, ça va aller. Hughes en trouve un avant de mourir. La P90 de Melio à travers la fumigène. Non, ils vont USP. Les grenades vont tuer tout le monde. Front et Melio qui meurt suite à cette explosion. Senpai qui se glisse dans une fumigène et va se cacher derrière la vente. Ah, une véritable boucherie, hein, mais forcément au corps à corps avec un P90 et ses 50 balles dans le chargeur, ça a fait beaucoup de dégâts même s'il n'y voyait absolument rien. Mais oui, Travailleur qui a fini par raser, bombarder la zone et faire le ménage des deux côtés. Mais l'avantage numérique, il est toujours avantageable. Senpai, toutefois, qui va faire tomber Travailleur et va se permettre d'aller chercher le 1 contre 1, peut-être le clutch 1v3. Kohler qui l'attend bien sagement derrière un coin et qui va le rater. Une toute petite chance, il va falloir que Senpai envoie une balle directe dans le crâne. Mais face à un joueur de l'expérience de Kohler, autant dire qu'il va y avoir fort à faire sur ce clutch et on l'attend patiemment parce qu'il n'y a pas d'autre option pour décaler. On ne va pas décaler à travers la smoke évidemment. Ça, Kohler le sait bien, son viseur n'a jamais lâché l'angle du silo. Et c'est un clutch facile pour le joueur d'expérience. Et c'est 7-1 pour Miracle, les rounds qui commencent à s'enchaîner. On le disait, hein, Miracle ont tendance à gagner leur match avec une rapidité déconcertante. Alors bien entendu, on n'est qu'au début du match, mais là pour l'instant, ça a des allures d'un scénario similaire. Ouais, quand même un différentiel, tantôt je le mentionnais, de 65 rondes entre les victoires et les défaites. C'est sur 8 matchs complets. Certes, ça a commencé la saison avec des matchs de 16 rondes initialement, alors que Senpai, qui rate sa molotov, se fait avoir par Hughes. Jones trouve l'échange sur Kizzy à l'extérieur et on s'est tout de même infiltré du côté du secret, ce chemin en dessous qui va passer sous le site A et je pense pas qu'on est au courant. Devrait nous permettre d'amorcer la bombe au moins, alors que Kohler est quand même en position, devrait entendre facilement ce qui se passe. On commence à avoir une idée du côté de Miracle que c'est peut-être descendu sur le B. La bombe qui devrait être amorcée entre les mains de Karl. On tente de trouver quelqu'un, tant bien que mal, se débarrasser, régaliser numériquement. Et là, Kohler qui va voir Front qui l'attendait, mais Jody qui vient aider son coéquipier. Et la bombe devrait être amorcée d'ici quelques instants au sous-sol de la centrale nucléaire. Ouais, les bonnes molotovs pour couper les options de rotation et forcer l'arrivée des CT par des canaux bien établis. Cette flash un petit peu tôt de la part de Front pour couper l'arrivée de Hughes par le Secret. Pendant ce temps-là, on a la doublette. Melio et Travailleur. Melio qui fait un bon travail de kill, mais Front qui lui rend exactement la moitié de sa pièce pour aller chercher le duel ultime des Deagle contre M4. Ah, le timing, malheureusement, il a eu cet instant d'hésitation autour de ce panneau de contrôle, ce qui lui a coûté tout simplement la vie et le round. Miracle qui s'est fait un petit peu peur, hein, petit contournement d'Able qui a été parfaitement bien senti de leur part. Malheureusement, la différence de puissance de feu en bowling qui s'est fait sentir. Ouais, et Front qui a beau avoir fait deux exceptionnels tirs à la tête avec son Desert Eagle pour réduire l'écart de joueurs à 1 contre 1. Par contre, a voulu être agressif et a changé d'idée au pire moment, au moment où on en entend Hughes. Et Hughes est déjà en position de le tuer. Mais Karl, qui débute la ronde rapidement, débarrasse de Jones à l'extérieur. Et là, on se retrouve à 4 contre 5 avec énormément de temps avec lequel jouer. On va prendre justement ce contrôle qu'on nous donne. Kizzy qui se débarrasse de Melio dans le lobby qui avait été prise. Et là, Karl, et au pire des moments, les flashbangs qui tombaient d'un bord et l'autre, ça va faire le travail. 5 joueurs en vie, 0 mort. Mais du côté où on se l'attendait moins, je crois. C'est-à-dire Able qui l'emporte. Able qui se rebiffe avec une belle séquence. C'est un round qu'on n'a absolument pas vu venir. On a gagné tous nos duels, tout simplement. On les a pris de vitesse et non pas avec un rush, mais vraiment avec des décals à contre-temps, quelques bons soutiens de stuff derrière. Et c'est un round parfait et qui leur fait beaucoup de bien parce qu'évidemment, c'est ce loss bonus qui se rééquilibre. Et il va
falloir maintenant assurer un petit peu pour ces dernières rounds. Il en reste plus que 2, malheureusement. Je pense que financièrement, on a de quoi voir venir et jouer ces rounds. On a quand même vidé les caisses de Miracle, hein, qui sont bien mal équipées. On peut capitaliser là-dessus. Et Senpai qui rush comme un fou au niveau de l'extérieur et se fait le très très bon doublé de sa part. Jody, de son côté, va trouver le scalp de Jules également. C'est un 5v2. Miracle qui prend un petit peu l'eau. Fin de manche, mais ce décalage de l'extérieur, il n'y avait personne qui contrôlait cet angle-là. Heureusement, la supériorité du nombre va parler. Et c'est un 3e point glané par Able. Ouais, et on va faire face à une équipe de Miracle là, qui a très très peu d'argent, donc le 4e ne serait est dans la mire certainement. Et un 8-4 sur Nuke, ça a beaucoup de sens quand même, malgré le début là, extravagant avec ses 8 rondes en 9 de Miracle. Si on va chercher le 8-4, je crois que c'est loin d'être impossible de revenir pour Able une fois du côté là, qui est un petit peu plus simple. Tout ça dépend bien sûr aussi de la préparation de nos joueurs hein, chez Miracle pour l'attaque, alors que Casey se débarrasse de Jones. On s'attendait pas à ce qu'il y ait un autre joueur poussé rapide dans le lobby. On s'en débarrasse de 2. Yuz et Melio vont être capables d'échanger par contre. Et ça 3 contre 3 après avoir récupéré les armes puissantes, un hop entre les mains, alors que Senpai tue Melio et le Desert Eagle de Travailleur ne va trouver personne. Hein, une balle simplement lâchée à travers le vide. Et on se retrouve à devoir attendre ce qui se passe, à devoir attendre le jeu de nos adversaires. Carl qui s'est très très bien positionné. Ici, on fait du bruit. Jody qui tente de garder cet angle contre Travailleur, mais ne sera pas capable de le faire. C'est maintenant un combat à 2. On saute, on sort, on continue à courir un peu partout. Et c'est Travailleur qui se repositionne du meilleur, de la meilleure possibilité. Yuz, qui est très bien positionné, mais ne sait pas que derrière lui, on a un adversaire qui est en train de s'immiscer Carl. Et on s'y attend. Yuz qui va rater le tir. Et là, une simple rafale de Carl devrait l'emporter. Voilà, c'est réussi. Mais nous, seul sur le site, va perdre. Et c'est 8-4. Quelque chose qu'on ne s'attendait pas nécessairement après ces 8 premières rondes de Miracle. C'est bien effectué. À la bonne réaction de Able, Miracle qui a tenté de semer un petit peu le chaos sur ce dernier round. Hein. On n'avait pas grand chose à perdre de toute manière. L'équipement était plus que limité, donc ça a failli fonctionner toutefois, hein, mais Able qui n'a pas paniqué, qui s'est bien repositionné, a réussi à aller chercher ce plant sans trop de problèmes. Et la prise en tenaille qui a failli bien fonctionner quand même de la part de Carl, mais derrière on s'est fait trop écharper. C'est parti, on parle, mais on est déjà dans le pistol round. Miracle qui a pris le chemin des canalisations va sauter sur Kizzy, ne lui laisser aucune chance. Caller va également se débarrasser de Carl et aller chercher ce plant au niveau du B. Et oui, ça devrait pas être très complexe ici. Frog qui trouve au moins une réponse. Une deuxième aussi. Jones, maintenant seul contre les deux, trouve l'échange, mais pas le deuxième. Et là, c'est un 1 contre 3. Senpai qui en trouve un autre. Lui qui est en train de faire peut-être tout le travail de son équipe et de les garder en vie. Voilà une ronde quand même très importante. Et Yuz se fait prendre le USP, cette arme silencieuse et si précise. James Bond qui s'infiltre sur Nuke ici pour se débarrasser des terroristes et désamorcer la bombe, sauver tout le monde en bonne et due forme. Ouais, Senpai avec le triplé sur ce point-là, ô combien important, car si on ne veut pas se faire décrocher très très vite et arriver à une fin de soirée prématurée, c'était ce qu'il fallait faire. Et de très bonne manière, mais vraiment sur un bel exploit individuel quand même de la part de Senpai. Ouais, qui réussit là simplement à garder son équipe dans le jeu parce qu'ici, hein, une ronde de pistolet perdue, on s'assure ou presque de perdre la deuxième aussi. Ici, ça devrait aller en faveur des défenseurs, mais tout de même, on a planté la bombe et on a décidé d'acheter un paquet de Galil en main, 2 MP9. Non, 4 Galil et une MP5. J'ai regardé le mauvais côté, bien sûr, la MP9 qui n'est pas achetable par les défenseurs. Alors que Senpai va se faire avoir par Yuz qui trouve hein, son 22e frag de la partie, qui en a plus que pratiquement toute son équipe combinée ensemble. En front qui répond au moins sur Travailleur, mais Kizzy qui tombe. Et là, c'est le site au complet qui vient de tomber, le site A qui sera disponible à la prise. Ouais, ce bon site qui est ouvert malgré les 3 défenseurs encore présents. On a réussi à écarter suffisamment cette défense et assez serré sur ce bon site A. Et le retake qui se passe pas forcément bien. Front qui va tomber direct derrière le revenge à part de Jody. On va encore s'échanger. Le 1 contre 1 qui est obtenu par Jody. La défense depuis le perchoir de la part de Melio va être compliquée à débusquer et Jody ne s'y risquera même pas.
On repart avec nos petits lots de récompenses. On a fait tomber quand même pas mal d'armes. On se ménage plutôt bien quand même. C'est un écho qui coûte assez cher à Able. Ouais, au final, hein, ça aura coûté très très cher à Able, mais c'est une victoire en fait pour Miracle hein, qui avait perdu cette première ronde au final. Qui réussissent à l'emporter après avoir planté la bombe et cet achat un peu forcé qu'on voit souvent être fait justement avec Galil McTen. On sait qu'on va, qu'on va affronter là, des peut-être une ou deux M4, mais pas toutes les armes ne seront aussi puissantes. Du côté de la défense, là, c'est bien effectué alors que c'est 9 à 5. On a réussi à en remporter une qui va forcer hein, les défenseurs à avoir des armes de moindre calibre. Malgré le fait qu'on a acheté simplement parce que c'est 9 à 5, donc on veut ensuite avoir un achat à la 11e si on perd celle-ci et que tout va de la meilleure manière possible. Jordi, avec la seule M4, est au bon endroit pour au moins accueillir ses adversaires, mais ne trouve pas de frag, simplement beaucoup de dégâts sur l'un des joueurs. Et là, on va se retrouver là en position de prendre le site B encore une fois. C'est là qu'on est allé pratiquement à chacune des rondes. Et Josie se débarrasse de Jody en sautant. Pourquoi pas, hein? La McTen, c'est de la manière qu'on doit la jouer. Le CZ de Senpai qui va se trouver un CZ niveau 2 avec la McTen maintenant entre ses mains. Finalement, la bombe devrait être plantée en position pour ses coéquipiers, bien sûr. Caller qui joue bien. Et à 4 contre 2, ça va être très difficile. Alors, on est parfaitement en contrôle du côté de Mirage après cet écho glané. On s'assure un plan de derrière à 4v2. Un scout, un McTen, c'est pas non plus les meilleures armes à conserver dans ce round, mais on va s'en contenter. On repart la queue entre les jambes et concéder ce point. Et c'est déjà le 10e pour Miracle. Va falloir vraiment serrer la vis très très vite du côté d'Able parce que là on n'a plus que deux jokers. Ouais, on a Front. Plus beaucoup de choses. Et ouais, quand même, Front qui en a trouvé un, hein, gardé en main le peu d'équipement qu'il avait et que son coéquipier avait aussi. Probablement une ronde d'économie devant nous, alors que justement, on va jouer pour la 11e ronde, essayer d'aller chercher le plus de rondes possible. Une fois que ce n'est pas encore le point de match, hein, on ne veut pas risquer là, risquer le tout pour le tout encore. Mais un achat qui est très, très, très commun du côté de Miracle, qui était très bien chargé. Une Galil qui est encore entre les mains de travailleurs, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'on l'a depuis quelques rondes. Donc, on la garde puisqu'on ne meurt pas. Prise de l'extérieur. À juste titre, hein, on se dit que nos adversaires n'auront pas d'armes très efficaces pour se défaire de nous. Front, il va se faire défier par Yuz. Lequel des deux va l'emporter? Pour l'instant, c'est Yuz, mais Front n'a besoin que d'une seule balle. Et il y a Senpai qui l'attend au-dessus des boîtes. Est-ce que ça, on va être prêt? Et Melio, qui s'est infiltré tellement loin, va être derrière Karl. Est-ce qu'on sort le couteau? Est-ce qu'on sort le couteau? Non, parce que ça va se retourner vers nous. Et là, Front va se faire avoir pris en sandwich par ses adversaires. Yuz en trouve un autre. Senpai, qui était justement par-dessus les boîtes, qui avait été boosté là. Et 5 contre 2, on a ouvert la défensive. Il n'y a plus rien à faire pour Able. Non, on joue avec une très grosse confiance du côté de Miracle. On se prend franchement pas la tête. On arrive toujours à trouver les failles dans la défense. Tu l'as dit, hein, Melio qui a réussi à pénétrer bien loin dans le territoire CT et à prendre vraiment complètement un revers Able. C'est difficile pour les joueurs de chez Able ce soir qui semblent vraiment ne pas y être. Non, et en même temps, c'est aussi que Miracle hein, joue si bien présentement, une communication impeccable. On est capable de jouer ensemble, une belle synergie entre tous les joueurs. Vraiment, là, c'est juste très, très bien effectué par les joueurs qui sont présentement à l'attaque. Front qui va trouver un, mais Caller s'est bien infiltré ici. Va en trouver un. Oh, on n'est pas capable de trouver un seul frag. Il se fait attaquer ici de tout part, tout côté. Mais la bombe a été plantée au 2e étage, au sous-sol. On ne s'y attendait pas, ça. On a passé à travers les canaux de ventilation, de canalisation, ventilation. Ça, cette affaire-là, pendant que Hughes continue à faire beaucoup de dégâts à l'extérieur. Et 2 contre 2 pour la reprise du site. Déjà une dizaine de secondes qui se sont écoulées là, sur le timer. Oui, c'est allé en fin de compte très vite. Hein. Miracle qui a rushé avec un joueur par cette canalisation. Et là, ce petit duel autour de la porte. Mais je pense que cette séquence à l'extérieur est assez illustrative. Tu parlais de la bonne communication de Miracle. Et là, malheureusement, ça a pêché. Peut-être un manque de
de perception rapide de la part des joueurs, mais on était 2 à l'extérieur et normalement un en couverture de l'autre, mais ça n'a absolument pas fonctionné. On est reparti avec les 2 frags presque. C'est vraiment compliqué, alors que là on est parti une fois de plus sur un round très très rapide. Miracle qui allait agresser directement au team. On a déjà fait 3 cadavres pour seulement une perte, mais derrière on a Kiziz qui va aller chercher une autre élimination, Melio qui va finir son propre coéquipier. On se retrouve avec Jody qui a déjà fait de très très gros exploits. On l'a vu faire vraiment de très très gros rounds. Le 1v2 c'est pas impossible. Seul souci en termes d'équipement, on n'est pas les mieux lotis. On se fait accueillir directement par cette smoke. La flash à contre-portée, on descend et on va agresser direct. On trouve la première élimination sur Jules et maintenant c'est un duel de nerfs d'acier entre les 2 joueurs. On va se replier et jouer le temps alors qu'on va aller agresser directement. On s'est replié juste avant 24 HP. La moindre balle va être fatale. La flash et le décalage en arrosant bien comme il faut. Malheureusement, pas de kit de désamorcement. Et ça va aller à l'avantage de Miracle qui va clore donc ce match d'un expéditif 13-5. Leur supériorité n'est clairement pas à démontrer ce soir. Et non, et Yuz en performance incroyable, 135 dans DR, 60% d'headshot à travers ça, et 28 frags durant ces 18 rondes. C'est plus de la moitié des rondes où il fait au moins un 2K. C'est impeccable comme performance et très, très bien soutenu par tous ses coéquipiers qui l'ont suivi à travers ça. La communication qui était impeccable. Il était toujours là pour terminer ce qui n'avait pas été fait par ses coéquipiers, Yuz. Et voilà, ben c'est déjà là, une partie qui se termine excessivement rapidement. Moi qui m'attendais quand même à une résistance un peu plus grande de la part d'Able. En même temps, on était sur Nuke et on a commencé du côté le plus difficile. Parfois, ça peut jouer dans le moral. Et en plus, on joue contre une équipe qui est excessivement talentueuse. Les joueurs de Miracle, là, qui n'ont pas eu beaucoup d'échecs cette saison-ci, pas perdu beaucoup de rondes, à part 7 parties qu'on a perdues. Et au final, eh bien, ils confirment leur position numéro 1, parce qu'on n'avait pas encore officiellement joué contre Able, donc on avait battu toutes les autres équipes qu'Able, et maintenant on vient de confirmer, on mérite bien notre première place. Il ne reste qu'une semaine et on devrait de la garder, même si on perd notre dernier match par quelconque miracle, le jeu de mots n'étant pas voulu ici, mais on devrait être capable de la garder, et donc d'avoir techniquement le meilleur seeding pour les playoffs qui vont se jouer. Ça, c'est samedi prochain, pas celui qui s'en vient, l'autre d'après, parce qu'avant, on a mercredi prochain pour le dernier match de la saison. Le dernier match de la saison où quand même Miracle va affronter Ducky qui sont actuellement les 2e au classement. Donc on pourrait aller se faire accrocher quand même. Après c'est une question de seeding. Étant donné qu'on a quand même une certaine confiance par rapport aux autres équipes, il n'y a pas un immense enjeu pour ces équipes. Là où ça va se jouer évidemment, c'est surtout durant l'extrémité de cet arbre éliminatoire. Ouais. Et pour nous, on va aller vers une petite pause, la seule de la soirée au final, alors qu'on va préparer une entrevue avec l'un des vainqueurs, des joueurs qu'on est habitué de voir, l'un des joueurs de Miracle. On vous revient tout de suite. Allez, de retour avec le John G. Rambo de la soirée, alias Hughes, qui nous a fait une très très grosse game ce soir. Félicitations, vraiment. Encore Merci. Un sacré carnage de ta part. Ouais, ça a bien été pour ma part. J'avais prédit entre mes amis que j'allais dropper un 30. 28, ça ressemble pas mal à ça. C'est ouais, bah on t'en a pas laissé le temps, hein. Able est capable de mettre assez de rondes pour que tu arrives à 30 en fin de compte. De votre côté, je pense que la confiance était pas mal là. D'un point de vue stratégique, Nuke, on en parle souvent, c'est une map assez ancienne. Est-ce que vous avez juste joué simple, efficace en rushant, ou est-ce que c'est votre style en général sur cette carte? Ben, City Side, ça a bien été pareil, là, fait que ça te donne une bonne avance là, sur Nuke. Là. Mais on a commencé avec. On a perdu le pistol, fait qu'on a baillé tout de suite. On a forcé, puis ben là, après ça, la game s'est enlignée après. Là, je pense que je sais pas si on a reperdu une ronde après.
Non, effectivement, vous avez gagné toutes les rondes suivantes. Ça a terminé 13-5. Là. Et justement, ce type de jeu-là, très rapide aussi, où vous preniez du contrôle rapidement un peu partout sur la carte, c'est un peu comme jouer défaut, mais avec beaucoup de vitesse. Est-ce que c'est votre habitude sur Nuke? Est-ce que c'est quelque chose qu'on s'était dit avant ou c'est juste vous avez confiance en votre aim? Non, ben ça fait longtemps qu'on joue ensemble, fait que on joue pas mal tout le temps le même style, mais si ça serait corsé, on aurait sûrement changé de manière de jouer, mais là, tu changes pas une recette gagnante, là, fait que c'est ça. Ouais. Et là, alors que vous êtes pas mal garanti de terminer en première position, donc de vous qualifier bien sûr pour les finales, mais donc d'être en bonne position, là, de se rendre au LAN lui-même, est-ce qu'il y a un certain stress qui commence à monter? Est-ce qu'il y a une excitation qui commence à monter? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes après de 2 semaines là, de tous ces événements-là qui vont être la fin de la saison? Ben, je pense qu'on s'en rend pas compte vraiment, là. On va voir, comme qu'on dit, tout peut arriver dans une série, là. Fait qu'on aime mieux pas grimper d'un rideau puis dire que t'es déjà au LAN quand tu l'es pas, là. Fait que nous autres, on attend les séries puis ça devrait bien aller. Parfait. Il y a Fox qui fait demander dans le chat si tu vas jouer en chest au LAN. Ben, si la foule me dit d'y aller en chess, là, si j'arrive sur le stage et tout le monde me dit d'y aller en chess, je vous le dis, j'enlève le gilet puis je joue toute la game en chess. On dira de monter le chauffage avant, hein. On voudrait pas que tu t'enrhumes quand même. Ah, je suis correct, je viens du Nord, fait que je vais être correct. Ouais, parfait. En tout cas, moi, j'ai rien d'autre, mon cher Alban, toi? On va laisser Use tranquillement finir sa soirée, remettre un t-shirt ou pas, peut-être, je ne sais pas. Non, on n'en remet pas. Ok. On n'en remet pas. Parfait. Merci en tout cas, félicitations, très grosse performance de la part de Miracle ce soir qui s'impose donc 13-5 face à Able et assoit sa supériorité outrageuse sur cette coupe québécoise de Counter-Strike. Cette soirée qui se clôt bien rapidement. On est à peine chaud là, on finissait à peine de dire des bêtises sur cette première game d'échauffement que déjà on doit se dire au revoir malheureusement, mais avant ça, bien évidemment, les shout-outs, les remerciements à toute l'équipe qui se décarcasse pour vous organiser ces belles soirées. C'est bien triste que ça finisse sur un seul match. Ce sont les aléas du direct, en tout cas. À la production, Freezies, graphics et overlay, Echo, gestion administration, Fox, Nova et Zelofun aux médias sociaux, Jug à l'événementiel, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, Valve nous fasse le don d'un mode observateur digne de ce nom. Émile, bien entendu, le grand patron autour de ça, pour le partenariat logistique, et Dieu sait qui cravache fort. Oh oui. d'Reality Eclipse. Babinski pour le site web et Clara pour le TikTok. J'ai fini de lire ma petite fiche. Oui, mais cette fiche qui est très importante, il faut continuer de les souligner, ces gens-là qui trop souvent dans beaucoup d'événements sont gardés dans l'ombre au détriment peut-être de leur bien-être. Mais dans tous les cas, c'est pas les seuls. Et tu l'as mentionné, hein, Mille qui s'est donné d'arrache-pied pour entre autres les partenariats. Ben, on en a quelques-uns quand même qui nous aident d'avoir ces soirées-là. Paro Info, A1 Simulation, Red Bull, Tim Hortons, Kingston Fury, Poulet Rouge et l'Auto-Québec qui nous permettent de garder tout ça disponible tout simplement. Alors que pour nous, ben, c'est bien la fin, Alban, ce soir. Alors que la semaine prochaine, ça reprend lundi prochain sur la chaîne pour Valorant directement, les 2 derniers matchs de la saison, le lundi, mardi. Mercredi, ça va être la dernière soirée de Counter-Strike. Et vendredi, samedi, qui vont suivre ça, ça va être le début des séries éliminatoires. Une semaine avant la fin de semaine importante, le 11 et le 12, où les grandes finales de CS la première journée, suivies du Gala des sports québécois, aussi organisé par Firestack et toutes les personnes qu'on a mentionnées tout à l'heure, et le lendemain, le 12, les grandes finales de Valorant. Là-dessus, on vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.